Bonjour, aujourd'hui je suis à nouveau avec Médoc et avec Émile Morel, lead game designer sur Rayman Legends, et c'est parti pour la seconde partie de cet Extra Life. Alors on continue, on aborde direct un petit peu la partie scénario. Donc dans ma critique, c'est un truc que j'aborde. Donc il y a en effet une sorte d'embryon d'histoire, on retrouve les personnages clés un petit peu de l'univers Rayman, mais clairement on sent que ça n'a pas été forcément mis en avant. Est-ce que c'était une volonté? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors le scénario, il faut savoir quand même, au tout début de Rayman Legends, on s'était dit on va essayer que ça raconte un peu plus une histoire. Enfin, en tout cas, on voulait qu'il y ait un peu plus de situations, voilà, il n'y a pas forcément une histoire hyper compliquée, il n'y a pas des dialogues, mais qu'il y ait un peu plus des situations de jeu. Et c'est quand même un truc qu'on retrouve, je trouve, au final dans le jeu. On a quand même des situations, genre on arrive dans cette base sous l'eau, dans le quatrième monde. Ça raconte plus quelque chose à l'intérieur des niveaux, on va dire, même s'il n'y a pas une histoire complète. Et après, l'histoire dans Rayman, c'est plus un prétexte entre guillemets, hein, c'est vraiment les Teensy ont été enlevés, les héros se sont endormis pendant 100 ans, ils se réveillent et ils vont les sauver. Mais donc voilà, il y a pas vraiment, on peut pas parler vraiment d'une histoire au final, mais en tout cas il y a cet univers quand même, et il y a des mondes quand même, au sein de chaque monde il y a un peu plus, je trouve moi, une histoire et une progression qui fait sens en tout cas. Ah, c'est vrai que les mondes sont très distincts les uns des autres, mais il y a quelques cinématiques mais pas beaucoup, et on se dit le jeu est tellement beau, l'outil utilisé est tellement magnifique, genre vous avez pas eu l'envie à un moment donné de truffer le jeu de cinématiques, et donc du coup de développer l'histoire. Alors en fait, les rares cinématiques qu'on voit dans le jeu sont belles quoi. En fait, au tout début, on avait plus de cinématiques et en fait, ça cassait un peu le rythme des niveaux. Tout à coup, on avait un truc qui était moins flow, qui était moins rapide, qui était moins finalement l'ADN de Rayman pour nous. Et donc, on est un peu revenu à ce qui fait la force d'Origins et de Legends, qui est ce rythme quand même vraiment hyper frénétique. On se lance dans un niveau, on est embarqué par les actions du personnage. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on voulait quand même avoir des petites cinématiques effectivement pour qu'il y ait ces semblants de situation, cette progression qui fait un peu un sens dans chaque monde. Mais voilà, on voulait que ça reste quand même un jeu rapide. Et c'est avant tout, Rayman, c'est du gameplay avant tout quoi. Donc voilà, ce qui n'empêche pas quand même, encore une fois, d'avoir un univers qui fait sens. Mais voilà, il faut penser avant tout au gameplay et aux sensations du joueur quoi. Et donc du coup, il y a ce hub. Donc on est à l'intérieur d'une tente. Dans la tente, tu as plusieurs galeries avec des tableaux. Chaque galerie correspond à un monde ou un mode de jeu. Et c'est vrai qu'immédiatement, on pense tout de suite au château de Mario 64, où là aussi Mario pouvait se balader et sauter dans des tableaux. Et à ce moment-là, il arrivait dans un dans un monde, dans un niveau. Est-ce que tu peux nous parler de la création un petit peu de ce hub, qui est très dynamique, il y a plein de choses à faire? Ce qu'on voulait, c'était un hub dans lequel on puisse jouer. On voulait pas la carte classique de Mario ou de Rayman Origins d'ailleurs, où on joue pas vraiment finalement. On voulait vraiment un hub où on peut se déplacer, où on peut se taper. C'est important aussi que l'action continue là-dedans. Voilà. En gros, parce que ce qu'on veut, c'est qu'à partir du moment où on appuie sur Start, on n'est plus jamais d'écran où on fait rien en fait. Donc il faut qu'on puisse jouer dans les loadings, ça c'est important aussi, qu'on puisse jouer dans la... C'est systématique. Dans les loadings, je commence une petite claque, comme ça en passant. Petite claque. Ensuite, et j'aime bien le côté, de temps en temps, tu donnes ta petite claque, et à ce moment-là, tu t'aperçois qu'il y a une bouteille qui vole avec un cœur dedans. C'est trop tard, tu peux plus la choper parce que t'as donné ta petite claque. Alors donc c'était toi, parce que pendant les trucs de loading, tu vois, c'est des formes noires un petit peu, et puis au début, on a des personnages qui se ressemblent un petit peu. Et alors donc c'était doublement vicieux ce que tu faisais, parce que tu mettais une claque et ensuite tu nous engueulais parce qu'on récréait pas la petite bouteille avec le cœur. Ouais, je trouve que c'est partie du jeu. Hallucinant. Non, mais c'était pour créer une dynamique. C'est pour une dynamique. Je trouve ça fun. D'accord, ok, très bien. Pendant les écrans de loading, c'est bon, tu peux donner des claques quand même. Ouais, non, mais je veux dire, derrière, nous engueule pas parce qu'on n'a pas réussi à récupérer c'est hallucinant, je l'apprends là, maintenant. Ok, très bien. Des claques dans les écrans de loading. Et donc du coup, ce hub, donc on voulait après un hub, donc voilà, on peut jouer, on voulait un hub surtout généreux où il se passe toujours des choses qui évoluent au fur et à mesure de l'aventure. Donc au départ, on a ces galeries de tableaux qui sont couvertes, on a des drapeaux sur les tableaux, donc on voit pas ce qu'il y a. Et au fur et à mesure, on va enlever ces drapeaux, donc on va voir les tableaux apparaître. On va voir aussi les tableaux invasion apparaître dans la deuxième partie du jeu qui remplissent aussi la galerie. Enfin, on voulait voir vraiment que l'expérience évolue. Les Teensy qu'on libère aussi, les petits êtres, ils apparaissent, ils sont devant les tableaux aussi quand on a sauvé des niveaux. Et donc voilà, le hub au début, à la fin de l'aventure, est complètement différent. Et ça, pour nous, c'était vraiment important. Et ça fait partie un peu de la générosité du jeu, l'impression qu'on a tout le temps des nouvelles choses qui se débloquent, qu'on a tout le temps accès à du nouveau contenu. Et voilà. Et donc du coup, comment vous avez géré l'apparition des tableaux invasion? C'est à un moment donné, tu finis complètement un monde et paf, t'as un tableau qui apparaît, il est plus petit que les autres. Et donc là, c'est un défi chronométré qui est beaucoup plus chaud. Mais j'imaginais, genre tu finis un monde et bing, t'as tous les tableaux invasion qui apparaissent. Mais non, ils apparaissent au fur et à mesure. Exactement. Ouais. L'idée, c'était de donner ça aussi au fur et à mesure, d'être sûr qu'on n'ait pas tout à coup 5 invasions qui arrivent parce que ce serait un peu indigeste. Donc on voulait vraiment que ce soit donné au fur et à mesure.
Donc en fait, il y a un principe, il y a des espèces de règles derrière, je vais pas tout expliquer, mais en tout cas, c'est distribué de façon à ce que le joueur ait régulièrement des invasions pour qu'il revienne visiter des mondes qu'il a déjà joué et qui se déplace comme ça un peu dans la galerie et qui ait cette expérience un petit peu, qui ne soit pas juste j'enchaîne les niveaux, que des fois je suis un peu incité à revenir, à revisiter les mondes, c'est important pour nous. D'où vient l'idée des niveaux invasion? Donc les niveaux invasion, en gros, c'est un univers qui phagocyte un autre univers, donc on se retrouve avec un mélange de deux mondes. Et ça crée ce mini-niveau où on a 60, 50 ou 40 secondes pour choper 3 petits êtres. Sachant qu'au bout de 40 secondes, le premier petit être, il est envoyé en orbite sur une fusée, tu l'as perdu. Au bout de 50 secondes, c'est le deuxième, au bout de... Voilà, t'as perdu après. Ça fait partie un petit peu des heureux hasards, j'ai envie de dire, de développement. Donc c'est suite au report en fait qu'on a créé tous ces niveaux, donc il y en a je crois une trentaine, presque 30, donc c'est quand même un gros paquet du jeu. Et on les a vraiment créés à ce moment-là parce qu'en fait le jeu était quasiment fini et on avait des niveaux qui étaient là, on avait tous ce qu'on appelle nos GPE, donc nos ennemis, nos plateformes, tout était là. Et en gros, créer des niveaux pour les level designers, c'était juste un plaisir parce qu'ils avaient tout était présent, donc ils pouvaient vraiment faire, balancer leur créativité dans le jeu et créer des niveaux presque en partant de rien. Et donc ils ont commencé à faire des tests de niveaux chronométrés comme ça, et on a trouvé ça vraiment, vraiment génial. Et surtout l'idée qu'il y ait des ennemis d'un autre monde qui viennent parasiter un monde qu'on a déjà visité, ça crée des situations complètement délirantes où on a tout d'un coup des créatures qui sont pas censées être là. Et en fait, c'est des niveaux qu'on a produits très très vite. Après, il a fallu les habiller quand même niveau graphique et tout. Mais voilà, c'est un vrai, encore une fois, heureux hasard du développement et en tout cas du report qui a permis de créer ces niveaux vraiment originaux. Ouais. Alors, je crois savoir que dans le Legends, là, il y a aussi des niveaux de Rayman Origins. Ouais. C'est ça? Oui. Genre une quarantaine? Ouais, 40, ouais. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes dit tiens c'est bonus, c'est pour vous la jeunesse, puis de manière on les a déjà donc autant les mettre là. Est-ce que c'était parce que vous aviez l'impression qu'il n'y en avait pas assez et est-ce que ça a posé des difficultés? Est-ce que vous avez dû repenser à des choses ou vous les avez remis tels quels ces niveaux? Alors en fait là pareil, ça vient un peu du développement. C'est pour tester le gameplay de Murphy. Ce qu'on a fait très rapidement, c'est qu'on a pris des niveaux d'Origins qui étaient déjà finis. Donc on s'est dit, on va essayer avec Murphy et des joueurs classiques, voir un peu ce que ça donne au niveau pour l'équilibrage, voir si ça fonctionne tout simplement. Et puis on s'est dit, ils sont quand même super sympas ces niveaux à rejouer avec Murphy, c'est vraiment une expérience différente quoi. Et en fait, ça a quand même demandé du boulot. Hein. C'est Ubisoft Casablanca qui s'est occupé de cette partie du jeu, qui a fait les 40 niveaux. Et on s'est dit que c'était effectivement du contenu en plus, mais on voulait pas que ce soit juste on met ça dans la boîte en plus en bonus quoi. Donc on a vraiment passé du temps à les retravailler, aussi bien graphiquement qu'au niveau du level design. On a changé plein de choses, on a mis des GPE de Rayman Legends dans ces anciens niveaux. On a mis des petits champignons qu'on peut peindre, des navets qu'on sort du sol, on a caché les Tinsy dans les niveaux. Et voilà, pour nous c'était vraiment se dire que c'était du contenu bonus pour les joueurs. On savait qu'on avait déjà un assez gros jeu avec Legends, mais voilà. Comme on s'est dit, voilà, autant offrir ce contenu-là en plus et que tout le monde puisse en profiter et effectivement avoir l'expérience Murphy. Et c'est fou parce qu'on est quand même une époque où c'est le DLC roi, donc on sort un jeu, mais un petit peu entre guillemets, genre, on va pas forcer le trait, mais en kit. Et donc du coup, lorsque tu achètes ton jeu, ensuite il faut que tu télécharges le premier DLC, il faut que tu achètes un Season Pass, etc. Et tu as plus de contenu. Là, tu as vraiment l'impression que le jeu, il y a déjà tous les DLC dedans. Ouais, c'est un truc que j'ai lu pas mal, c'est effectivement que les gens s'étonnaient qu'à l'époque du DLC, nous on a mis tout ça dans le jeu. En fait, je pense qu'on n'a pas forcément réalisé qu'on avait un si gros jeu. On a juste continué à en rajouter et le délai a fait qu'on a aussi rajouté des choses dedans. Et il y a effectivement, je crois que c'est vers juin, on a commencé à faire vraiment nos playtests, ce qu'on appelle les full walkthroughs, les joueurs font ça de A à Z. Et là, le type qui était responsable des playtests, il est revenu à ça, il a dit, là, ça va être difficile, en 4 jours, on va pas y arriver, quoi. Donc, il va falloir qu'on rajoute du temps ou qu'on fasse certaines parties pour les playtests. Et là, on s'est dit, ok, le jeu est vraiment conséquent. Et effectivement, je pense que pour le finir à 100%, c'est plus de 20 heures de gameplay. Sans compter, en plus, les challenges online, sans compter le Kung Fu. Enfin, voilà. Le Kung Fu. Bah oui. D'où il vient le Kung Fu? Le Kung Fu qui a créé des dissensions au sein de l'équipe. Qui a fait parce qu'en gros, j'ai gagné, ensuite il y en a d'autres qui prétendent avoir gagné. Alors voilà, c'est n'importe quoi. Donc Thierry prend des produits, je le dis à la télé, parce qu'on a fait des matchs, je le dis, j'ai plus peur de rien Thierry. On a fait des matchs de Kung Fu. J'étais avec Mathilde, on était à 2 contre Thierry et ses 2 sbires de Minions. Non. Déjà, sur les 2 sbires, il y en avait un qui était un traître. Donc il faut savoir ton problème. On peut jouer jusqu'à 5. C'est une gestion d'équipe. Et donc c'est 3 contre 2 à 5. Ouais, donc il y a un déséquilibre. Et on avait un espion dans notre équipe. Donc en gros, on peut donner des claques en chutant son ballon. Et donc il y avait un des 3 joueurs de notre équipe. Il donnait des claques à nous, exprès. C'est son équipe. Et alors c'était moche, parce que donc on était 2 contre 3. Et donc l'équipe de Thierry...
dans son équipe, il envoyait donc ses minions, ses goons, il les envoyait taper notre gardien parce que nous on avait pas. C'est une bonne technique. Ouais, mais c'est sale. Ça c'est sale, ça. Ça non plus, c'était pas Coubertin. C'était Thierry. volontaire. Et pourtant on a gagné. Mais très sympa comme mini-jeu. Mais du coup. Bien. Arduino, c'est là, pareil, encore un truc, voilà, le développement un peu étrange du jeu. Il était là, en fait, c'était, moi, quand j'ai rejoint l'équipe, donc au tout début du développement de Rayman Legends, il y avait la fête de fin de projet de Rayman Origins qui n'avait pas encore été faite, donc c'était genre 3 semaines après. Et il y a une partie de l'équipe, 2-3 personnes, des level designers, qui ont commencé à travailler sur un mode de jeu spécial pour la soirée. Ils ont vraiment fait ça, ils ont bricolé leur truc dans leur coin. Et donc, c'était pas le Kung Fu à l'époque, c'était juste un petit jeu de foot, c'était, visuellement, c'était juste hideux, mais il y avait déjà toutes les mécaniques qui étaient là. Le fait qu'on puisse mettre la balle en feu, enfin voilà, tout ça était déjà là. Et il y avait des animations délirantes, il y avait une animation de Michel qui arrivait quand on marquait un but et tout, avec des petits bras qui bougeaient comme ça. Enfin, c'était un truc vraiment. J'aurais dû garder ça. Ouais, bon, c'était vraiment fait à la main, quoi. Et donc, ça a vachement plu à la soirée de fin de projet de Rayman Origins, tout le monde y jouait, tout le monde s'éclatait là-dessus. Et pendant le développement du jeu, c'est resté là en fait un peu sur l'étagère. C'était c'était encore dans le build du jeu, mais c'était pas intégré au jeu. Et en fait, on ressortait à chaque fois que nous on avait une soirée ou un apéro, un truc, on était là, on sortait, on jouait entre nous et tout ça. Un soir, ça a duré hyper longtemps. On a fait vraiment un championnat avec un tableau et tout. Il y a des mecs qui se sont jetés par terre parce qu'ils avaient perdu, ils étaient dégoûtés, ils ont jeté leur chaise et tout. Enfin voilà. Voilà, non mais et on ressortait comme ça souvent. D'ailleurs, on entendait souvent les gens gueuler quand les gens jouaient au kung-fu. Ça, on entendait des cris à l'autre bout de la villa. Quand on savait que les gens avaient mis le kung-fu. Et on s'est dit, il faut le mettre, quoi. Il faut le mettre dans le jeu. Alors après, c'était c'est du boulot parce qu'il fallait que ce soit bien intégré, que ce soit joli et tout. Mais voilà, c'est un peu le mode tombé pas de nulle part, mais voilà, moi je suis super content qu'il soit dans le jeu final parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée, parce que c'est un truc qu'on peut jouer comme ça quand les amis viennent à la maison, il est tout de suite débloqué, il y a pas de, voilà, et c'est très facile à prendre en main, et en même temps, il y a une vraie profondeur, une vraie richesse, et au bout d'un moment, on peut vraiment maîtriser tous les tricks pour marquer les buts, sauter plus haut, Cogner le gardien. Voilà, connaître le gardien entre autres. C'est une vraie stratégie. Et donc du coup, il y a d'autres petits trucs marrants dans le jeu. Donc dans le hub, on se balade dans la tente. Ouais. Donc tu as accès au Kung Fu qui est un des tableaux. Ouais. Et je crois que juste à côté ou pas loin, donc tu as Rayman Origins et ensuite derrière, tu as la galerie des monstres. Les créatures. Donc tu peux via les tickets à gratter. Donc tu peux gratter des tickets. Donc les tickets, tu les gagnes une fois que tu as un certain nombre de looms dans les niveaux. Et donc grâce à ces tickets, tu peux débloquer de façon aléatoire soit des créatures qui intègrent la galerie des monstres, soit des niveaux de Rayman Origins, soit des petits Z-bonus, soit du looms, etc. Et donc la galerie des monstres, tu peux y aller. T'as plein de petits monstres qui apparaissent, et puis tu largues des bonus comme ça. Donc à chaque fois que tu reviens dans le jeu, ils ont à nouveau des bonus et tu peux choper des looms comme tu veux. Et tu peux leur donner des claques aussi aux monstres comme ça, en passant. Voilà. D'où vient cette idée, genre Alors, ouais, c'est pareil. Là, on aborde tous les côtés un peu. On va avoir l'impression que le jeu s'est fait n'importe comment, mais c'est pas le cas. On a vraiment pensé les choses, mais là, effectivement, tout ce dont on parle, c'est des éléments un peu annexes. Les créatures, c'était des recherches visuelles plus qu'autre chose à la base. On s'était dit peut-être qu'on va en faire des pouvoirs, des choses comme ça. On savait pas encore trop, mais on a des artistes qui nous ont fait comme ça des galeries de créatures très très vite et qu'on trouvait vraiment géniaux, quoi, avec leur tête, avec leurs yeux dans tous les sens, leurs dents qui dépassent, leur petit chapeau sur la tête. Enfin, on les trouvait trop fun, quoi. Et on savait pas trop comment on allait les intégrer au jeu, et finalement ils ont trouvé leur place comme ça, effectivement, dans les éléments qu'on peut débloquer. Et l'idée qu'ils pondent des looms et des skull coins, c'est venu vers la fin, je crois. C'est un monstre un petit peu. Ouais, c'est ça, mais en fait, on s'est aperçu pareil en peut-être que les gens adoraient, ils revenaient, ils regardaient, effectivement, ils les tapaient. C'est un vrai truc. Et ils avaient envie d'avoir les 60, quoi. Et donc, ils donnent des coupes aussi. Donc, effectivement, il y a un vrai avantage à collectionner toutes les créatures. Mais voilà, c'est partie de ces petites choses qu'on a, pareil, qui sont arrivées comme ça un petit peu de nulle part et qui, au final, trouvent très bien leur place dans le jeu. Okay. Et donc il y a autre chose, donc là on va l'aborder dans ces Extra Life, c'est important puisque c'est quelque chose qui est souvent négligé dans le jeu vidéo, c'est toute la partie sonore et en partie les musiques du jeu qui sont juste exceptionnelles. Donc là vraiment quoi, ça part il y a de l'hommage au cinéma, il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de la création de ces musiques? Est-ce que du coup ça s'est fait en fonction des différents univers? Je sais pas, est-ce qu'ils regardent quelqu'un jouer et ensuite ils créent la musique en même temps? Comment ça se passe? Donc, Christophe Ferral, donc le compositeur, il y a un truc qui est quand même super, c'est qu'il il vit à 4 minutes du studio, ou presque, donc il peut venir vraiment très souvent. Et il vient pour y compris des réunions complètement presque de brainstorm, des fois des réunions où les niveaux sont pas très avancés, où même on voit rien, où on a juste un gabarit de level designer qui est en place, mais il est là et il comprend ce qu'on fait parce qu'il parle beaucoup, notamment avec Michel, ils s'entendent très bien, donc il y a une vraie complicité entre eux. Et il est toujours vraiment à l'écoute des besoins de l'équipe. Et donc ouais, il sait en gros où on en est dans le développement, donc il peut vraiment savoir quelles sont nos intentions derrière chaque niveau, chaque environnement graphique. Et voilà, et après, donc lui, il amène ses morceaux et effectivement, il trouve toujours des thèmes, des teintes comme ça. Donc effectivement, des hommages à James Bond dans le quatrième monde.
plus ambiance mexicaine pour le troisième monde. Enfin voilà, il enrichit toujours vraiment les niveaux. Enfin là, voilà, quand on reçoit les niveaux, les musiques, c'est toujours un peu l'extase, la découverte, parce qu'on est hyper content. Tout d'un coup, on voit le niveau prend encore une couche supplémentaire de qualité, et son travail est devenu vraiment là pour le coup critique et capital sur les niveaux musicaux évidemment, où là il a fait un. C'est lui qui a eu l'idée ou alors pareil, les anecdotes. Alors les niveaux musicaux, c'était à la base une vidéo en fait qu'on voulait faire c'est plus compliqué, c'était un niveau qu'on voulait montrer à un événement à la direction éditoriale donc à Paris. On devait leur montrer un niveau, justement les fameux niveaux de challenge avec les briques, donc on en a parlé la dernière fois. Et seulement ces niveaux-là, on voulait montrer en gros qu'ils pouvaient être très très durs sur la fin, que les briques difficiles arrivaient. Et le truc c'est qu'il y avait que le level designer qui avait fait ces niveaux qui pouvait les jouer, tellement c'était dur à l'époque. Et comme il pouvait pas venir avec nous à la réunion, on a enregistré une vidéo où il jouait ce niveau-là. Et on a mis une musique, c'est Michel pour le coup qui a fait le montage, qui a mis une musique sur la vidéo, je peux dire c'est Trust antisocial. On a mis ça sur la musique pour avoir un truc un peu rapide, un peu speed. Et il a synchronisé la musique avec les actions du joueur dans la vidéo. Et la vidéo a vachement plu à l'événement, donc à la présentation à la direction éditoriale. Et Michel nous a envoyé un mail, il a dit c'est génial, il faut absolument il faut qu'on fasse des niveaux musicaux. Il faut qu'on trouve un moyen de synchroniser les actions du joueur avec la musique. Et voilà, et donc on est parti. Alors après, c'était des prises de tête parce qu'évidemment, chaque joueur joue différemment à son rythme, il joue plus lentement, plus rapidement. Donc tout un boulot derrière pour vraiment synchroniser les actions du joueur, ce qu'on appelle nous la tête de lecture. C'est un truc comme ça qui avance pendant les niveaux musicaux. Et voilà, et le premier test, ça a été le vrai premier test, c'était Black Betty effectivement. Et là, on a vu que ça marchait hyper bien. Et donc Christophe, il s'est éclaté. Ouais, il s'est éclaté parce qu'il a pris certains morceaux connus, donc il a fait des covers. Eye of the Tiger en version flamenco, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait une version flamenco, mais c'est ce qui lui est passé par la tête. Enfin voilà, il a amené la touche Rayman à tout ça quoi. Et c'est des niveaux, enfin voilà, qu'on vachement plu à tous les événements. Enfin pour nous, ouais. Et puis il y a des petits détails, genre par exemple, moi j'ai remarqué que sur le niveau un petit peu mexicain, donc t'as des squelettes qui font de la musique, et donc t'as des instruments qui se rajoutent à la musique même du niveau, en fonction de l'apparition des squelettes. Donc tu as un squelette avec une petite trompette, et à ce moment-là, tu entendras la trompette dans la musique, pour de vrai. Donc c'est le genre de truc où si tu as un petit détail, genre à chaque fois que tu trouves un passage secret avec une cache à petits êtres, tu as un petit oh, ça c'est le genre de petits trucs qui font que tu kiffes quoi. Qui fonctionnent vraiment bien et qui permettent aux joueurs de s'approprier l'univers, et ça participe un petit peu au délire ambiant. Genre tous ces petits détails, c'est quelque chose, c'est arrivé en cours de développement ou c'était réfléchi vraiment au départ. Alors ça apparaît comment? Il y a ce qu'on appelle vraiment les feedbacks liés au gameplay. Donc là on demande vraiment au sound designer de faire des sons très spécifiques pour indiquer des choses, pour souligner les actions du joueur. Donc ça c'est vraiment beaucoup c'est le design qui demande ça au sound designer. Du feedback sonore. Voilà, exactement. C'est essentiel dans un jeu comme Rayman. C'est vraiment pareil, c'est la couche qui fait qu'on a une expérience très riche. Et après, eux aussi, ils font des délires, quoi. Ils rajoutent des choses comme ça au fur et à mesure. Enfin, il y a un truc qui me faisait mourir de rire à chaque fois et toujours, c'est la voix du luchador quand il te poursuit. T'as un catcheur mexicain géant qui te poursuit, une espèce de grosse voix comme ça, il gueule luchador. Enfin, moi, c'est des trucs, ils enregistrent ça, des fois, dans le grenier de la villa, avec deux micros, ils se font eux-mêmes des sons, des délires, et des fois c'est dans le jeu, des fois c'est pas dans le jeu, mais pareil, il y a une vraie créativité de la part de l'équipe sound design aussi, et la voix de Murphy, pareil, qui me fait vraiment hurler de rire. En fait, il parle jamais, Murphy il bafouille des trucs, on comprend pas trop ce qu'il dit. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça qui apportent vraiment la richesse aussi à l'univers. D'accord, mais en fait, vous avez l'air de... Non, parce qu'on en avait parlé un petit peu de ce Christophe là qui a fait la musique à l'occasion des chroniques de Villepinte là. Oui, tout à fait. On parlait de Japan Expo parce qu'il avait fait une petite apparition pendant le concert de Neko, je sais plus quoi, enfin un groupe qui reprenait des musiques de jeux vidéo très sympa d'ailleurs. Il a fait une petite apparition au ukulélé, tout ça, il avait joué des trucs. Donc on a l'impression en fait que vous vous amusez bien et que vous avez pas mal de chance. Il y a plein d'idées qui tombent comme ça et puis ça fait des soirées. Hein, c'est ça. Et puis c'est bien quand même votre. Ça a l'air d'être bonne ambiance. On connaît des studios un petit peu, plus. Bon ben là, on est sous l'eau. Non mais on travaille super dur. Hein. On a fait vraiment des gros horaires sur le projet pour le finir, pour être dans les temps. Donc c'est quand même vraiment beaucoup de boulot. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est préservé. Je pense que ça vient de la villa, hein, ce bâtiment où on travaille à Montpellier, qui est une maison. Hein. C'est vraiment une vieille bâtisse quoi, qui est pas du tout un open space, informel. C'est vraiment quelque chose de presque l'impression d'être dans une maison de famille quoi. Et donc on est un peu tous les uns sur les autres, on se connaît, on se parle et on peut aller dans le jardin dehors parler, faire des pauses. Enfin il y a vraiment je pense que ça vient de ça. Je pense que Michel aussi veut garder cet esprit comme ça un petit peu différent.
Et ça fait qu'effectivement, il y a en tout cas une vraie ouverture aux idées de tout le monde finalement, et chacun peut amener des choses sur la table. Et ça, c'est vraiment, je pense, c'est un jeu aussi bourré d'idées délirantes. Forcément, ça vient pas de une ou deux personnes, ça vient de plein de gens. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas contrôler pour pas s'assurer que ça parte dans tout. Enfin, faut s'assurer que quand même ça reste cohérent. Mais c'est sûr qu'il y a une émulsion et dans une équipe, tout le monde a des idées de toute manière. Voilà, tout le monde peut suggérer des choses et tout. Et je pense qu'on est vraiment ouvert à ça. Ouais. Et a priori, un truc qui fait vraiment une grosse différence, c'est l'UbiArt Framework. Donc c'est le moteur que vous utilisez, qui permet en gros à des gens qui ne programment pas de créer un niveau, genre comme ils veulent, tranquillement. En gros, les artistes ont la main mise sur la création des niveaux. Ce que ça permet surtout, c'est d'intégrer très facilement des artworks 2D. Donc un dessin qu'on fait comme ça, on peut très vite l'intégrer dans le jeu et pareil animer un personnage en 2D très rapidement. Et on peut aussi itérer très vite sur un niveau. Donc les level designers, quand ils créent leur topologie pour un niveau, ils peuvent en temps réel, pendant qu'on joue, ils peuvent modifier une plateforme, un ennemi, changer l'emplacement. Et souvent, en fait, nous, pendant les reviews de level, de niveau, les reviews level design, des fois, Michel ou moi ou d'autres, on prend la souris et on modifie en direct les éléments pour améliorer les niveaux. Et c'est aussi simple que ça, vraiment. Donc c'est vraiment, pour ça, c'est un moteur, en tout cas pour créer des jeux en 2D comme ça, c'est un moteur idéal. Et donc du coup, au moment où ce moteur a été créé pour Rayman Origins, et je crois que les premiers discours de Michel Ancel avaient été genre nos intentions, en tout cas Ubi Montpellier, c'est de rendre ce moteur accessible un petit peu à tout le monde. Et est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous avez envisagé, par exemple, concrètement, d'avoir un éditeur de niveau dans Rayman Legends, ce genre de choses? Alors, c'est toujours envisagé, c'est dans la philosophie effectivement de l'UbiArt Framework. Je pense que Michel a toujours ça en tête de son côté. Maintenant, si on devait le rendre accessible demain à tout le monde, il y aura un énorme travail de notre côté à faire pour que ce soit justement accessible, quoi. Parce que c'est un outil encore de développeur. Donc il y a encore quand même pas mal de choses un peu brutes, on va dire, qui sont pas très faciles à utiliser. Et il faut Donc à terme, sans doute qu'on pourrait le faire. Il faudrait du temps, il faudrait des gens dédiés pour ça. Donc voilà, je pense que la porte n'est pas fermée là-dessus, mais en tout cas, ça sera pas tout de suite, quoi. Et là, du coup, donc on a appris que le moteur allait être utilisé pour d'autres projets, donc en l'occurrence Child of Light, donc qui a été annoncé là tout récemment par Ubisoft. Et donc ça c'est bien. Donc déjà, si vous le donnez pas à l'externe, genre en interne, a priori le moteur qui donne quand même d'excellents jeux, il commence à voyager un petit peu et est utilisé par d'autres gens. Parce que les personnes qui font Child of Light ne travaillent pas à Ubi Montpellier, il me semble. Non, c'est à Montréal. C'est à Montréal. C'est à Montréal. Donc voilà. Non, c'est ce qui est bien pour nous, c'est que tout d'un coup on va avoir un moteur qui va. Déjà, c'est bien de partager notre moteur. C'est déjà hyper intéressant de pouvoir avoir les feedbacks des autres équipes. Et ce qui est bien, c'est qu'eux aussi vont forcément l'améliorer. Donc, je pense que le moteur, s'il continue d'être utilisé comme ça par d'autres productions, il peut encore booster en qualité et devenir de plus en plus intéressant. Et voilà, et c'est un moteur qui a une belle philosophie derrière. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à garder, que ça ne devienne pas une espèce d'usine à gaz, un truc hyper complexe. Il faut que ça reste très simple et surtout avec cette faculté à itérer qui pour moi en tout cas fait la différence dans un Rayman. En tout cas, c'est ça qui fait que pour moi on a des niveaux aussi bien réglés, vraiment au millimètre, quoi. Il faut pouvoir itérer facilement pour faire ça. Et petite question également, là c'est un truc qui est un peu hors sujet. Au moment de l'annonce du jeu Rayman Legends, il y a une petite vidéo qui avait été leakée, donc ce n'est pas une vidéo officielle, mais c'est une vidéo qui était développée, je crois, par le marketing d'Ubisoft et qui montrait un petit peu les intentions, le potentiel du jeu. Et il y avait le côté NFC. Donc on pouvait avec le gamepad poser des figurines et donc du coup, si on posait un lapin crétin, il y avait des lapins crétins qui apparaissaient à l'écran. Si on posait un Ezio, il se passait quelque chose avec Ezio à l'écran. Et donc cette idée là, donc évidemment c'était du leak, mais ça a disparu. Est-ce que c'est encore vaguement d'actualité? Alors tout ce qui est NFC, effectivement, c'était une idée parmi plein d'autres. La vidéo effectivement qui a leaké, c'était pour de la communication interne, donc c'était une idée qu'on avait comme ça, et au final on a gardé que ce qu'on estimait nous être les meilleures idées. Donc le NFC n'a pas forcément sa place dans le jeu, donc effectivement, et c'est pour ça qu'il est plus là. Par contre, l'idée qu'on avait derrière le NFC, qui était de poser tout d'un coup une figurine, c'était, en tout cas ce qu'on montrait dans la vidéo, c'était que tout d'un coup on avait des lapins crétins qui envahissaient le niveau. Ça on l'a un peu gardé dans les niveaux invasion en fait. D'accord. Donc quelque part on a un peu gardé cette idée là, mais en tout cas le NFC en tant que tel, par contre lui n'est plus n'est plus là. Et donc là, en ce moment, donc tu reviens de longues vacances, tu vas attaquer sur la suite, là, sur Rayman Legends 2. C'est une question piège, qu'est-ce que c'est cette histoire, mais enfin... Il va poser comme ça, naturellement. Comme ça. J'ai pas encore fini le premier Rayman Legends, mais je veux bientôt l'avoir fini, à un moment donné, il faudra une suite. Je vais être super honnête, je sais absolument pas ce que je vais faire demain en retournant à Ubi. T'as toujours ton job. Si ça se trouve, j'arrive, mon bureau est dehors, dans le jardin de la villa, et je suis jardinier de la villa. Non, il y a plein de possibilités. C'est ça qui est toujours intéressant, c'est qu'à la fin d'un projet, on se laisse en tout cas les portes ouvertes et on va réfléchir à ce qui fait sens pour la suite, quoi. Ok, cool. Génial, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, parce que tu viens de Montpellier, donc ça fait 3 heures, ça fait 3 heures de train, je crois, quelque chose comme ça. 3h20. 3h20 de train.
Donc c'était bien cool. Moi, c'est Rayman Legends, une nouvelle fois, c'est un jeu que je kiffe. Depuis le début, je sentais qu'il y avait un gros potentiel. C'est un jeu qui m'a impressionné parce que par rapport à un titre Nintendo, c'est comme les rois de la plateforme. Quelque part, Rayman Legends met un petit peu à l'amende le tout dernier Mario sur Wii U. Donc du coup, j'espère que ça va booster un petit peu Nintendo derrière pour commencer à se remettre en question, à apporter de nouvelles idées. Et puis j'espère que vous allez continuer sur ce chemin-là et continuer à me proposer des jeux blindés d'idées. Donc une nouvelle fois, merci à toi Médoc d'avoir participé. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.